La Côte d'Ivoire a rendez-vous en 2025 avec le scrutin présidentiel qui alimente déjà les discussions, fait naître des ambitions, ce qui est légitime. Ce qui l'est sans doute un peu moins, c'est le tableau qui est présenté depuis quelques mois, quelques semaines, entre dérives langagières, propos irrévérencieux et menaces à peine voilées. Pourquoi en arriver là? Qu'est-ce qui motive ces comportements et surtout comment les freiner? 4 invités autour d'un thème politique. Est-ce le retour des vieux démons en Côte d'Ivoire? C'est une question que nous nous posons. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les débatteurs du jour, bonsoir professeur Dion. Bonsoir Eliane. Alors, je rappelle que vous êtes philosophe politique. Merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Kané. Bonsoir, madame. Monsieur Kané Ismaël, vous êtes chef du département droit civil et politique au Conseil national des droits de l'homme. C'est ça. C'est bien cela? C'est ça. Merci d'être parmi nous. Je vous en prie. À vos côtés, sur votre gauche, sur votre droite précisément, docteur Claude Prégnon-Naï. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Eliane. Vous êtes politiste. Oui. Et vous tenez à cela. Tout à fait. C'est vrai? Pardon? Vous avez demandé si je suis politiste, j'ai dit... Vous êtes politiste et vous tenez à cela, à cette définition, oui. ou cette appellation? Oui. Une émission dans laquelle nous parlons de politique, nous parlons d'élections, ne pourrait se dérouler sans un jeune, un représentant de la jeunesse de Côte d'Ivoire, ou des jeunes de Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous accueillons sur ce plateau avec plaisir le président Ibrahim Diabaté. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est bien cela, madame. Merci d'être parmi nous. Merci, madame. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous partons tout de suite pour cet état des lieux. Cet état des lieux sur la situation politique en Côte d'Ivoire qui nous est présenté par Davis Oyo, montage Pacom Afrié. 2011, la Côte d'Ivoire sort progressivement de la crise post-électorale qui aura fait environ 3000 morts. Le pays est automatiquement soumis à l'épreuve de la réconciliation. Le président Alassane Ouattara va donc installer en septembre de la même année à Yamoussoukro la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Pour les spécialistes, ce processus de réconciliation nationale impliquant des acteurs de la société civile ainsi que des politiques va obtenir des résultats mitigés. En 2015, la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes qu'on arrive voit le jour. L'idée, parachever le travail de l'ex-commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. De 2015 à ce jour, d'autres grandes dispositions et décisions s'ensuivent pour décrisper davantage le climat sociopolitique. Les efforts ont été faits par le chef de l'État et le gouvernement dans le sens de faciliter le retour au pays de ses adversaires d'hier, notamment en facilitant le retour en Côte d'Ivoire des exilés, que ce soit ceux qui étaient au Ghana, donc dans le proche voisinage, comme ceux qui étaient à l'étranger, donc un peu dispersés dans le monde. On retient déjà la libération de l'ancienne première dame qui était détenue dans le nord de la Côte d'Ivoire et ensuite à l'école de gendarmerie d'Abidjan. On retient entre autres la facilitation du retour au pays après la fin de son procès de l'ancien président de la République, le président Laurent Gbagbo, suivi quelque temps après par le retour de celui qu'on peut considérer comme la première figure de la jeunesse à l'époque des faits cités, notamment le ministre Charles Blé Goudé. Au niveau des élections municipales, législatives, régionales, sénatoriales et présidentielles, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, règne sans partage malgré la présence des partis cadres et la montée des indépendants. Selon les observateurs, le climat sociopolitique actuel en Côte d'Ivoire est apaisé. Mais ce climat pourrait très vite se dégrader si les principales formations politiques n'adoucissent pas leur discours à l'orée des échéances électorales d'octobre 2025. Merci Davis Oyo, Pacom Afrié. Alors, Président, êtes-vous d'accord avec ce qui a été dépeint dans ce reportage de Davis Oyo? Merci, Madame Hervaux, mais vous permettrez, avant bien entendu que je me prononce sur le reportage, qu'à l'occasion de cette semaine qui a été donc dédiée aux obsèques donc, du président Aimé-Henri Konan Bédié, que mes premiers mots soient un hommage donc, à l'endroit de cet homme, de cette personnalité qui a servi les Ivoiriennes et les Ivoiriens et donc par-delà notre nation. En ce qui concerne donc le reportage, il a été bien éloquent dans la mesure où il a balayé un peu la situation politique de 2010 à pratiquement aujourd'hui. Et également, un point d'honneur a été mis sur
la mise en œuvre de quelques recommandations de la phase 5 du dialogue politique, donc 2022, avec le retour de quelques exilés politiques, avec la libération de quelques prisonniers politiques, avec l'indemnisation même de certains acteurs qui ont payé donc, le lourd fardeau des différentes crises que nous avons connues. Oui. Mais je voudrais m'inspirer, avec votre permission, donc, des mêmes recommandations de ce dialogue politique qui engage également les partis politiques à avoir des attitudes beaucoup plus responsables, à inculquer la culture démocratique, mais également le sens donc, de l'esprit civique et l'esprit citoyen à la population. Et je pense que cela est de leur responsabilité également. Bien entendu, on va en reparler justement de ce dialogue politique. On va en reparler tout à l'heure. Alors, M. Kane Ismaël, vous êtes, comme je l'ai dit, sur le CNDH, donc le Conseil national des droits de l'homme. Quel est votre regard justement au regard de ce qui a été dépeint tout à l'heure? Est-ce que vous partagez cela? Ok, merci beaucoup, madame. À la suite du président du Conseil national de la jeunesse, aussi m'incliner à la mémoire du feu président Henri Konan Bédié, sincères condoléances à sa famille politique et à sa famille biologique. Et il faut dire que l'élément qui est passé, nous partageons également, vu notre position en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, de 2010 jusqu'à ce jour, mettre en place une institution appelée CDVS, c'est ça, je pense bien, la Commission Dialogue et Vérité, et par la suite la libération aussi également des prisonniers politiques et puis le retour des exilés, concourt également aussi à l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. Et donc, nous, le fait de prendre ces actions fortes de la part du chef de l'État, nous scrivons vraiment que nous sommes d'accord pleinement, l'élément qui est présenté, nous sommes d'accord avec pour pouvoir vraiment apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire. Docteur Prignon, quel est votre avis? Je rappelle qu'il y a eu également des libérations en réalité de personnes civiles et militaires qui avaient été incarcérées suite à la crise post-électorale de 2011. Votre avis justement là-dessus? Je pense que le tableau qui a été peint, c'est un tableau qui est plus ou moins réaliste par rapport à la situation. Mais ce que je souhaiterais ajouter, c'est de ne pas réduire l'action qui a été menée en termes d'action pour consolider le lien social, le réduire aux politiques, parce qu'on parle de libération et tout ça, mais après il faut savoir qu'il y a aussi le peuple qui en a souffert et il y a eu des actions qui ont été menées pour pouvoir cicatriser tout ça. Donc il y a eu un ministère de la réconciliation, il y a eu le ministère de la cohésion sociale, il y a eu un ensemble d'activités, d'actions qui ont été menées en vue de redonner le sourire aux Ivoiriens. Donc au-delà des politiciens, il faut constater que justement cette paix-là, elle est également sociale, elle n'est pas simplement politique. Voilà. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a eu effectivement ce climat, cette atmosphère-là, au plan social et au plan politique, si vous voulez. Donc, au plan social, au plan politique, qu'est-ce que vous en pensez, professeur Dion? Quel est votre regard, justement, là-dessus? Alors, tout en m'associant à l'hommage qu'on rend ici au Sphinx, je voudrais, oui, saluer le reportage qui vient de passer parce qu'il est complet. Il dit tout. Il dit que nous avons connu quelque chose, quelque chose s'est passé, qui nous a marqué au fer rouge en termes de conséquences, d'effets. Nous avons fourni des efforts pour sortir de là. Nous étions tous en exil extérieur, mais exil intérieur, parce que nous étions coupés les uns des autres, coupés de notre pays, coupés de la patrie. Et puis, nous avons fait les efforts pour reconstruire quelque chose. Et c'est ce quelque chose que nous sommes en train de reconstruire tous ensemble, politique comme population, qui est en train d'être mis à mal à travers ce que vous décrivez dans votre reportage, à travers des discours inquiétants. Donc, on peut légitimement intuiter que les vieux démons sont en train de revenir. Les vieux démons sont en train de revenir. Je pense que nous avons l'axe 2 qui est réservé justement à ce sujet. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que le président donc Diabaté, M. Diabaté, vous avez évoqué. Mais avant de vous poser cette question, effectivement, je voulais juste ajouter aussi également, vous avez parlé de l'hommage au président Bédié
ce n'est pas seulement l'hommage de son parti politique, c'est toute la Côte d'Ivoire qui lui rend hommage et un hommage pour tout ce qu'il a apporté pour la Côte d'Ivoire, sa stabilité, son développement. Ceci étant dit, le dialogue politique, il y a eu un rapport en 2022 et sur la 5e phase. Donc, elle a été signée par toutes les parties, société civile, donc le social, et les partis politiques. Alors, on parlait de décrispation, renforcer la paix. Alors, est-ce que ce n'était pas, on est en 2024, est-ce que ce n'était pas un signal fort que cette signature, monsieur Kane, est-ce que ce n'était pas un signal fort que tous aient signé pour la décrispation du climat politique, pour la paix, pour penser à des élections justement dans un climat apaisé? Est-ce que ce n'était pas un signal fort? Effectivement, puisque actuellement, comme nous constatons, comme vous l'avez dit aussi dans l'élément passé, arrivé à un certain moment, il faut laisser tomber nos querelles politiques et puis faire avancer le pays. Et donc, le dialogue, le 5e dialogue politique, comme vous le dites. La 5e phase du dialogue politique. Voilà, la 5e phase du dialogue politique. Les conclusions, je pense bien que c'est la mise en œuvre de ces conclusions que le chef de l'État, y compris toutes les parties prenantes à ce dialogue-là, je crois bien qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et bien évidemment, cette mise en œuvre va concourir, je crois bien, à un apaisement du climat politique et aussi faire de sorte que 2025, les échéances de 2025 soient vraiment des échéances vraiment inclusives, transparentes et crédibles, sans violence et dans lesquelles, je vais dire, les échéances où les droits de l'homme seront respectés. Les droits de l'homme seront respectés. Professeur Dion, alors justement, on parle de 2022, nous sommes en 2024, ça fait 2 ans qu'il y a eu ce dialogue, cette signature. Est-ce qu'il faille relancer, réveiller? Il y a des avancées, c'est vrai, en ce qui concerne la mise en œuvre, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement par rapport à ce dialogue politique et social, on peut le dire aussi. Il est déjà important que les gens se parlent. Parce que si on est en démocratie, c'est parce qu'on a décidé de laisser tomber le combat pour qu'il y ait débat. Le combat devient intellectuel, intelligent, mais plus avec les armes. Donc, il faut dialoguer. La deuxième chose, c'est qu'un pays en paix, ce n'est pas un pays où il n'y a pas de conflit, mais c'est un pays où les conflits ne dégénèrent pas en violence brutale. C'est pourquoi il faut encore se parler. Maintenant, quand on s'est parlé et qu'on s'est entendu sur un certain nombre de choses qu'on appelle recommandations, le tout, c'est de mettre en application ces résolutions ou recommandations. Parfois, les gens se réunissent, ils parlent, et quand on se réunit, tout le monde vient. Mais quand on a décidé de passer à la phase d'exécution des recommandations, souvent, cela n'est pas fait comme cela se doit. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est propre à tous les États. C'est pourquoi il faut de la bonne volonté. Et ça, c'est fondamental. Et vous pensez que la bonne volonté, elle n'est pas de mise? Comment? Vous pensez que la bonne volonté n'est pas de mise? Non, je ne l'ai pas dit. Mais je dis qu'il faut une dose suffisante de bonne volonté pour que ce qu'on a décidé d'appliquer puisse s'appliquer. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, on entend une partie dire « nous avons fait pour nous, nous avons appliqué », on entend l'autre partie dire « ou bien on ne l'a pas fait, ou bien ce n'est pas suffisant ». Mais tout ça ne se résout que quand on se retrouve pour faire le point, un bilan partiel, et puis pour dire « voilà ce qui reste » et on avance. Voilà ce qui reste et on avance. Président, tout à l'heure, vous alliez parler justement de ce dialogue. Alors, voilà ce qui reste et on avance. Quel est le regard justement du président que vous êtes, vous représentez la jeunesse de Côte d'Ivoire, on le dit, vous êtes l'avenir du pays, la priorité pour le président de la République, le gouvernement et pour tout le monde en réalité. Quel est votre avis là-dessus? Non mais madame, je pense qu'il avait posé déjà les pieds donc dans le plat tout à l'heure. Mais avancez maintenant. En notant déjà que les éléments qui avaient été relevés dans le reportage étaient donc matérialisés donc, par la mise en œuvre de quelques recommandations de ce dialogue politique. Je pense effectivement que le premier acte fort donc,
qu'on peut relever dans le cadre de ces rencontres, c'est la présence de tous les acteurs politiques, y compris l'inclusion des organisations de la société civile autour d'une table de discussion pour parler non pas des intérêts personnels, non pas des intérêts d'une formation politique, mais des intérêts des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Parce que vous savez, on a la Côte d'Ivoire en commun et il est bien que, étant donné qu'on est en démocratie, professeur Dion le rappelait tout à l'heure, et que la démocratie se nourrit de débats et que la contradiction devrait constituer une richesse pour notre pays, il est bien que malgré nos divergences, que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour discuter. Après, bien entendu, il faut que les uns et les autres s'asseyent et se disent voilà ce qui a été fait, voilà les points de blocage et que faut-il faire, bien entendu, pour que ce qui n'a pas encore été fait soit mis en œuvre pour le bonheur des uns et des autres. Alors, docteur Prégnant, Naïk Claude, justement, je voudrais avoir votre avis sur le dialogue politique, mais surtout sur ce qui reste à faire. Est-ce que c'est cette partie qui pourrait être un élément, je ne dirais pas bloquant, mais qui serait peut-être attendu par les acteurs, qu'ils soient société civile ou hommes politiques, et femmes politiques, mais je dis hommes avec grand H, professeur. Est-ce que c'est juste cette partie qui reste, qui serait attendue par les acteurs? Moi, je pense que déjà l'initiative du dialogue politique est une initiative louable parce que c'est la discussion permanente. Et le fait de l'instaurer, ça permet à l'élite politique de discuter. Oui. Ce que je n'apprécie pas, c'est un peu le fait que, tout à l'heure il a dit, on a invité la société civile, mais quand vous voyez les acteurs politiques, jusqu'à aujourd'hui, ils en parlent. Ils ne sont même pas d'accord sur ce qu'ils ont dit au dialogue politique. Tous les jours, dans les discours, on a l'impression que c'était des personnes étrangères qui sont allées à un dialogue politique et pas forcément le même dialogue politique. Même récemment... Pourtant, ils ont signé. Oui, justement. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, si c'est qu'ils ont signé, ils ne sont pas d'accord sur les attentes des uns et des autres. Parce que jusqu'à aujourd'hui, certains s'étonnent que s'il existe encore des problèmes, c'est parce que le dialogue politique n'a pas été très regardant sur certains aspects. Donc, l'initiative, elle est bonne, il faut l'encourager. Maintenant, il s'agit de savoir sur quoi ils discutent en réalité. Parce que nous, on ne l'apprend que quand il y a quelqu'un qu'on n'a pas pu libérer. On ne l'apprend que lorsque, bon, il y a un parti politique qui se plaint, par exemple, du fait qu'il n'y a pas de progrès sur certains aspects. Et donc, ce qui fait qu'on peut se poser la question, en toute légitimité, de savoir le bilan de ce dialogue politique. Mais le bilan, est-ce qu'il n'a pas été fait après la signature, c'était en 2022? Est-ce que le point n'a pas été fait en disant qu'effectivement, il y avait encore des étapes à franchir? Mais justement, c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Vous avez posé la question de savoir, est-ce que ceux qui vont au dialogue politique, ils vont vraiment avec la sincérité? Parce que ça, c'est vous qui le dites, ça n'a pas été ma question. Je pense que j'ai entendu ça de la part de quelqu'un. Mais en réalité, vous allez voir qu'ils sont tous d'accord sur quelque chose. Sur la paix en Côte d'Ivoire, sur le développement, sur beaucoup de points. Mais après, quand ils vont sortir de ce dialogue politique, il y a des points en suspens et ils feront que ces points-là soient plus importants même que ce qu'ils ont signé. Et c'est ça, c'est en ce moment-là que le problème se pose, de savoir, quand ils vont discuter de quoi? Ils vont discuter, par exemple, de la libération d'un homme politique. Vont-ils discuter de la Côte d'Ivoire, comme il a dit M. Diabaté? Vont-ils discuter du consensus républicain? Ou bien vont-ils discuter de quand on libère qui, quand on débloque le compte de qui? Et là, quand on les entend parler, en réalité, c'est plus ce qui les intéresse que le dialogue républicain. En tout cas, bon, c'est ce que je constate, parce que le discours, on l'analyse. Et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris la parole pour dénoncer le dialogue politique sur le fait que ce soit un dialogue républicain. Mais je sais qu'il y en a qui estiment que, bon, voilà, on n'a pas totalement pris en compte leurs demandes, leurs requêtes concernant certains aspects, surtout concernant certains... Moi, je vais vous poser une question à tous les quatre et après on va passer à un autre sujet. Est-ce que depuis la fin de ce dialogue politique en 2022, est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme politique ou quelqu'un de la société civile qui a, entre guillemets, ou s'est plaint du fait que ce dialogue n'ait pas été inclusif et républicain? Même s'il y en a qui
sont peut-être pas d'accord sur les avancées en termes de contenu. Est-ce que quelqu'un a dénoncé l'existence de ce dialogue politique? Professeur Dion. Je ne crois pas avoir entendu des leaders politiques dénoncer le dialogue politique. Au contraire, ça avait été demandé. Ce qu'on entend, c'est que nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses, soit qu'on ne l'applique pas, soit que ça traîne. Alors, quand on ne l'applique pas ou quand ça traîne, quand ça met du temps, il faut qu'on se retrouve pour voir quels sont les obstacles, qu'on puisse les lever pour aller, parce qu'il y a une échéance qui arrive. Il y a 2025 qui arrive. Absolument. Donc, tout le monde est dans la crainte de revivre ce qu'on a vécu. L'un des objectifs, je crois, du dialogue politique, c'est de faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne soit dans la peur et dans la crainte à l'orée de cette élection de 2025 pour que nous y allions sereinement. Mais quand le temps passe et qu'il y a ce brouillard épais qui est entretenu autour de l'application des recommandations du dialogue politique, à partir de ce moment-là, les gens sont inquiets. Et quand on ajoute à ça les discours que nous entendons de plus en plus, qui n'apaisent pas, qui ne rassurent pas, mais qui inquiètent, vous comprenez pourquoi, évidemment, cette émission se tient, pour que nous puissions dire attention, s'il y a des problèmes résiduels qui n'ont pas été réglés, oui, essayez de faire en sorte de vous retrouver pour le faire. Mais pour le faire, ce n'est pas seulement vous, les leaders politiques, il a dit la société civile, c'est-à-dire c'est toute la Côte d'Ivoire qui est engagée, parce que c'est le destin de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes là. Ça, c'est fondamental parce que nous ne pouvons pas être, il faut le dire, otages des politiques et des partis politiques. Nous aussi, nous sommes des nombrils en face de leur nombril. Nous avons droit à la vie. Donc, il faut qu'ils nous entendent et qu'ils prennent en compte nos inquiétudes pour que, dans le dialogue qu'ils vont faire, là, ils puissent savoir que le plus important, ce n'est pas le parti, c'est la patrie. C'est la patrie. Alors, on va juste avancer. J'ai une question, on va revenir, puisqu'on parle du scrutin de 2025, mais avant 2025, il y a eu quand même des scrutins locaux et régionaux de 2023 qui ont été des scrutins inclusifs. Est-ce que, au regard de le déroulement en réalité très apaisé, salué par tous, de ces scrutins, est-ce que ce n'était pas un gage de, on va dire, maturité démocratique, d'ouverture, d'inclusion? Est-ce que ce n'était pas déjà un message? On est le 21 mai 2024, c'est vrai, mais est-ce que ce n'était pas un message, Monsieur Kane, est-ce que ce n'était pas un message de maturité politique? Surtout des élections inclusives et tous les partis politiques, justement, y ont participé. Ok, merci madame. Je crois bien qu'avant de répondre à votre question, permettez que je revienne un peu sur... Mais très rapidement. Voilà, très rapidement sur les conclusions ou bien les recommandations du dialogue politique. Tout à l'heure, le professeur l'a dit. Vous savez, ce qui cause le problème actuellement, c'est la mise en œuvre de ces recommandations. Je dirais la mise en œuvre effective, vous voyez. Et arrivé à un certain moment, il faut faire un bilan. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous voyez, de sorte que le citoyen lambda puisse comprendre qu'il y a une évolution. Parce que une chose, c'est de s'asseoir pour discuter, mais une autre, c'est sa mise en œuvre, c'est les recommandations. Oui, ça a été dit, effectivement. Maintenant, au regard des élections locales de 2024, ça revient de 2023, sur l'ensemble du territoire, je dirais que pour un bilan, la Côte d'Ivoire a avancé en termes de maturité, parce qu'on a remarqué que même s'il y a eu quelques petites violences quelque part, mais en gros, en tout cas, la Côte d'Ivoire a fait vraiment une avancée considérable. Mais si tel est le cas, aujourd'hui, avec ce débat, ce thème, le retour des vieux démons, une question, oui. On n'allait pas encore se poser cette question, d'autant plus que si on fait un reculon pour voir les élections de 2023, voilà, aujourd'hui, les dérives langagières n'allaient pas être actuellement. Vous voyez, et donc, il y a encore de quoi faire en matière de maturité politique en Côte d'Ivoire. Président Diabaté, qu'est-ce que vous pensez justement? Vous avez été sans doute engagé, je sais qu'on a eu des émissions un peu avant sur la sensibilisation, on va dire, des jeunes et leur engagement. Alors, est-ce que ces élections inclusives
même si il y a eu quelques petits éléments qui n'ont pas entaché la crédibilité du scrutin, est-ce que ces élections, justement, n'ont pas marqué la maturité de politique ou l'élément ou l'élan démocratique de la Côte d'Ivoire? Non, il est indéniable. Et il faut noter avec satisfaction que les élections donc, municipales et régionales ont démontré qu'il y a une évolution au niveau donc, de l'esprit critique même des populations en général, mais singulièrement des jeunes, puisqu'on s'est donné donc, les moyens de sillonner un peu la Côte d'Ivoire. Et ce qui revenait très souvent à l'issue donc, de nos échanges avec les jeunes que nous touchons sur le terrain, c'était qu'ils accorderaient beaucoup plus d'intérêt aux offres politiques qui étaient proposées par les différentes formations politiques et qu'ils ne se lanceraient pas donc, dans des violences. Et je pense que nous avons tous assisté donc, à ces élections. Il y a été quelques zones, vous l'avez dit tout à l'heure, où il y a eu quelques échauffourées ou même des zones où il y a eu des déclarations de certaines personnalités politiques. Mais je note avec satisfaction que même dans certains camps, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, où il y a eu des déclarations par moments assez moins intéressantes à l'égard des populations, dans leur propre formation politique, certains partis ont été rappelés donc à l'ordre. Et moi, je pense que cela est à saluer pour la Côte d'Ivoire. Docteur, Oui. maturité politique, elles étaient inclusives. Est-ce qu'à ce moment-là, la Côte d'Ivoire n'avait pas justement avancé, fait un bond et retrouvé en réalité ce qu'elle n'aurait jamais dû laisser oublier, à savoir ces élections, oui, mais la stabilité et la paix? Oui, effectivement, quand on a vu ce qui s'est passé lors des élections locales, effectivement, on a senti de la responsabilité politique chez les uns et les autres. Les acteurs politiques ont fait montre d'un esprit républicain en acceptant d'abord les résultats dans certains cas. Et bon, même s'il y a eu des critiques, ces critiques-là ont été circonscrites dans le cadre des procédures normales. Normalement, on peut, à partir de ces élections-là, espérer dire qu'on a gagné la maturité politique. Mais moi, je pense que ce ne sont pas les mêmes cas de figure. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire nous montre que les élections présidentielles, il y a plus d'enjeux que les élections locales. Toutes les élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont les élections qui ont entraîné plus de morts, en tout cas plus de violence. Et donc, quand on regarde les élections locales, l'apaisement et puis ce qu'on a pu observer, on peut certainement s'en réjouir, mais cette joie doit être circonscrite parce que quand on voit justement la levée de boucliers à combien de mois des élections présidentielles, effectivement, on se demande, mais tout cet effort qui a été fait pour les élections locales, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que justement, comme on l'a dit, les Ivoiriens sont sortis, ils ont participé et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on entend déjà des sons de cloche qui ne sont pas forcément les mêmes sons de cloche qu'on a entendus lors des élections locales. Et donc, c'est pour cela que je dis, c'est vrai, on a montré, chaque acteur a montré qu'il était effectivement sensible à une Côte d'Ivoire en paix, sensible à une Côte d'Ivoire qui avance malgré nos dissensions. Maintenant, reste à savoir si effectivement c'était sincère, si effectivement ce n'était pas lié justement à l'enjeu politique du moment. Donc la question reste posée. La question reste posée et nous allons justement nous poser cette question avec les souvenirs des crises passées, avec leur lot de désolation, de violence et de souffrance pour les populations. Est-ce que les vieux démons sont-ils de retour? Nous écoutons et nous retrouvons Davis Oyo pour son constat, montage Pacom Afrié. À 17 mois de l'élection présidentielle de 2025, partis au pouvoir et d'opposition mobilisent leurs militants et sympathisants. À chaque rencontre politique, le discours engagé se détériore. Invectives, réminiscences du passé et menaces alimentent chaque prise de parole. Une situation inquiétante pour une bonne frange de la population. Quand on entend chaque responsable de parti politique s'adresser à ses opposants directs, il y a lieu de s'inquiéter.
Voilà, il y a lieu de s'inquiéter dans le sens où la Côte d'Ivoire n'en a plus vraiment besoin et nos différents responsables politiques doivent vraiment être habités de grande sagesse et penser surtout à l'avenir de cette nation-là. L'Ivoirien qui a vécu 2010, tout de suite quand il voit les mêmes acteurs, il a l'impression de revivre, je dirais, une revanche entre griffes. Voilà. Et cette psychose-là fait que déjà, à 17 mois des élections, nous sommes inquiets. Il est certain que ces dernières sorties-là, au vu de ce que nous avons observé, ne rassurent pas, ne sauraient rassurer aucun Ivoirien. Et le caractère assez enflammé, les positions tranchées qui ont pu ressortir de ces différentes interventions-là. Et on a l'impression que les différents acteurs politiques sont nostalgiques d'un passé assez douloureux, celui de 2010. Il est bon donc essayer d'apporter de l'apaisement. Voir ressurgir les vieux démons, cette inquiétude est également partagée par société civile et sociologues. Nous n'allons pas reprendre les propos des différents camps, parce que tout le monde les a suffisamment entendus, mais ce que nous retenons en matière de conflit, on peut parler d'escalade. Parce que quand certains parlent, d'autres viennent y répondre. C'est comme s'ils en remettent une couche ou ils remettent de l'huile sur le feu. Donc, plutôt que d'aller vers la détente, de détendre tout le monde, de renvoyer chacun à son rôle, on se rend compte que les choses se crispent autour des personnes. Et vous savez que tout ce qui est crispation autour des personnes sont des crispations identitaires. Et vous savez très bien que quand on touche à l'identité de quelqu'un, automatiquement il se rebiffe, il ne se laisse pas faire. Et donc tout ce qui est autour des personnes, autour des pratiques, forcément ça c'est crispant et c'est clivant aussi. Et de telle sorte qu'aujourd'hui nous ne sommes pas du tout en train d'aller dans la bonne direction. Apprendre des erreurs du passé et mettre en avant l'intérêt collectif au profit de l'intérêt individuel, maxime proposée pour éviter des tensions avant, pendant et après la période électorale. Toutes les parties prenantes jouent leur rôle et prennent leurs responsabilités dans la maturité. Les populations doivent mettre la pression pour qu'on ait des politiciens plus responsables. C'est-à-dire quand ils viennent dans les meetings, qu'ils nous disent ce qu'ils nous proposent, mais éviter de parler des autres. Il faut qu'ils soient responsables, ils viennent nous dire ce qu'ils ont comme package pour nous. Il faut aussi que les hommes politiques jouent aussi leur rôle. Quand ils viennent, qu'ils essaient de nous éclairer, de nous apaiser, et non de nous manipuler et d'attiser les haines des uns contre les autres. En attendant octobre 2025, période de la prochaine élection présidentielle, les Ivoiriens rêvent d'un scrutin apaisé, inclusif et crédible. Merci David Soyo, merci Paco Mafrié. Alors, inquiétude, escalade, nostalgie, responsabilité. La société civile parle de sagesse. Professeur Dion, votre commentaire sur ce que nous avons suivi ensemble. Alors, en principe, normalement, oui. Je veux dire dans les conditions normales de température et de pression politique, ce qu'on entend là, ça ne devrait pas inquiéter. Dans le jeu politique, il y a ce qu'on appelle le logos politique, mais le logos ne se fait pas sans bruit et sans conflit. Dans tous les pays où vous irez, à la veille des échéances de ce genre, vous entendrez ces bruits et vous verrez ces genres de conflits. Seulement, notre cas est particulier parce que nous sommes un peuple traumatisé, puisque nous sortons d'une situation difficile. C'est pourquoi c'est un cas 2024, professeur. Nous sommes un peuple 2024. Traumatisé. Nous avons connu une situation difficile. Oui. Donc, ceux qui n'ont pas connu ce que nous avons connu depuis 2002 jusqu'à 2010-2011 peuvent toujours s'amuser à dire sur les réseaux sociaux, on s'en fout, on est prêt à s'affronter. Ceux qui ont vécu ça n'ont plus envie de revivre cette situation. C'est pourquoi le moindre éclat de voix les effraie. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour dire et pour poser la question à nos hommes politiques et à nous tous. Quel est ce pilote qui, après avoir conduit au port, je vais dire un navire qui est chargé de marchandises, arrivé au port, jette toutes ces marchandises à l'eau? Pour dire que tous ces efforts que nous avons faits depuis la fin de la crise, pour faire revenir les gens, pour recoller les morceaux, pour parler aux uns et aux autres, pour qu'un
un certain revivre ensemble se remette en place pour le bonheur des Ivoiriens, pourquoi aurions-nous fait tout cela si c'est pour, à la veille de 2025, réduire tout ça à néant juste pour des intérêts politiques ou politiciens? Et je termine sur un mot que j'ai entendu là ou ici, responsabilité. Quand on a connu ce qu'on a connu, j'ai envie de citer un auteur français, il y a des tremblements de mots qui sont plus dangereux que des tremblements de terre. Alors qu'ils fassent attention à ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'ils parlent à un peuple qui a vécu des situations difficiles. Professeur, merci professeur Dion. Alors j'aimerais vous entendre, président Diabaté. Non, je pense effectivement qu'à l'aune de l'élection présidentielle, nous constatons tous, bien évidemment, que les partis politiques, dans l'optique de galvaniser, de mobiliser leurs troupes, de mobiliser leurs électeurs, leurs sympathisants, ça donne donc à des déclarations qui peuvent laisser à interprétation. Moi, je pense que cela fait partie du jeu politique. Hein. Jusqu'à quelle limite? Jusqu'à ce que la personnalité qui fait ou encore qui prononce la déclaration ne s'inscrive pas dans tout acte visant donc à attenter même à la dignité humaine. Parce que je pense que c'est très important, le respect de la dignité humaine, selon moi. Et donc, je pense qu'évidemment, la période, sinon le moment dans lequel nous nous trouvons actuellement, est très délicat. C'est un moment très décisif. Et c'est normal, ça répond donc de l'ambiance politique que pour les partis politiques d'aller mobiliser leur base. On a vu des meetings qui sont organisés ça et là. Tantôt, certains vont défendre leur bilan, d'autres vont présenter leur projet aux populations. Et vous savez, la sociologie politique est telle que quand vous partez devant des militants, vous savez ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc la personnalité politique en face peut s'adonner dans le cadre donc, de ces meetings-là à des dérives langagières, mais qui n'auront pas forcément de bons impacts sur la population. Je vous prends au mot. Vous parlez justement de bon impact sur la population, justement, mais dérives langagières et l'impact sur la population. C'est pour ça que je vous pose la question, jusqu'à quelle limite? Mais c'est justement pour ça que d'ailleurs dans le reportage, donc, le monsieur donc, nous a fait le plaisir de parler de responsabilité. Cela doit répondre donc d'abord celui qui prend la déclaration doit assumer ses responsabilités. Oui. Il faut que la justice, par exemple, sanctionne certaines actions qui peuvent avoir donc des répercussions néfastes sur la population. Mais également, il faut que la population elle-même soit de plus en plus éduquée aux situations politiques, aux analyses politiques, aux analyses de discours, mais également il faut que la population se dise que c'est tout à fait normal que les uns et les autres s'expriment par moments dans le but de mobiliser certaines parties prenantes, mais que ces déclarations ou ces appels donc, de ces différents partis politiques ne devraient en aucun cas nous obliger donc, à poser des actes qui feront reculer donc, le... On en parlera tout à l'heure lorsqu'il va s'agir des propositions. Docteur Prignon, alors qu'est-ce que vous pensez justement au regard de ce que nous disons, ce que nous avons vu, jusqu'où on peut aller? Bon, moi je pense que le discours, l'inflation du discours guerrier ces derniers temps, je ne dirais pas comme le président Diabaté que c'est normal, parce que... Ah, c'est votre avis, hein, Oui, justement, voilà. Je ne sais pas. Je veux dire qu'il y a trois types de discours. Hein. Il y a le discours du gouvernement, et il y a le discours politique du gouvernement. Normalement, c'est un discours qui rassure, qui doit rassurer. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a des autorités politiques qui justement, rentrent dans ce jeu avec un discours qui ressemble à un discours de militants de l'opposition. On va pas... Qu'est-ce que vous entendez Non, je vais dire la nature du discours. Oui. C'est-à-dire, ce qui peut intriguer un citoyen comme moi, c'est l'auteur du discours. C'est l'auteur, sa qualité? Sa qualité. Parce que quand il s'agit, par exemple, d'un ministre de la République, le ministre de la République, il est celui qui gère le pouvoir. Lui, il doit rassurer. Son discours ne doit pas forcément être le même discours qu'on entend dans les meetings de l'opposition. Celui qui est au pouvoir, il a un discours qui doit toujours nous ramener à la gestion des affaires publiques. Il y a un parti politique pour ça, mais le ministre de la République, il rassure. Le ministre de la République, il a un discours qui est conciliant. Le ministre de la République, c'est celui-là qui, justement, qui donne un discours d'espoir. Alors, ma question, l'autorité qui s'exprime justement dans...
est-ce qu'un ministre, quel qu'il soit, et quels que soient évidemment les gouvernements, parce qu'il y en a eu beaucoup en Côte d'Ivoire, et comme le rappelait le professeur Dion, la crise ne date pas de 2009-2011, il y a eu des crises bien avant. Est-ce que dans son expression, docteur que vous êtes, il ne peut pas s'exprimer étant d'un parti politique, quelles que soient effectivement les années, est-ce qu'il ne peut pas renchérir sur la base de ou en réponse à ce qu'il peut peut-être considérer comme une contre-vérité et donner sa part de vérité? Oui, déjà, il faut dire que la responsabilité, par exemple, d'un homme politique qui est au pouvoir n'est pas la même que celle d'un opposant. Et donc, d'ailleurs, même les opposants, on les donne pas, puisque la Constitution, par exemple, permet aux partis politiques d'avoir un statut d'association d'intérêt public. Mieux, le constituant ivoirien a même précisé que les partis politiques peuvent être consultés par le chef de l'État sur les questions d'intérêt national. Donc ici, on a consacré les partis politiques comme étant des organisations citoyennes et républicaines. Donc déjà, à leur niveau, on ne peut même pas déjà leur pardonner ce genre de discours. À plus forte raison, oui, venant, par exemple, d'un homme politique qui, justement, assume une fonction politique. Je ne dénie pas, par exemple, sa fonction, son engagement politique. Il a le droit d'être dans un parti politique et tout ça. Mais je veux dire que pourquoi on se pose la question aujourd'hui sur la nature des discours guerriers? Ça dépend certainement, oui, des personnes, de ceux qui parlent. Donc, quand on voit celui qui parle, sa qualité, ça peut inquiéter. Ça peut inquiéter. C'est pour cela que je dis que, surtout que, comme on le dit, tout à l'heure, le président l'a dit, il dit non, tant que ça reste circonscrit. Mais ce que moi je sais, l'histoire politique nous a montré que ces discours-là préparent des crises, soit post-électorales. C'est-à-dire que ça fait le nid à, par exemple, à la contestation des élections. C'est-à-dire, on a vu, il y a plusieurs élections, en 90, 95, 2000, 2010. Ce n'est pas forcément au moment des élections qu'il y a des problèmes. Ces discours-là peuvent préparer, autre chose. J'ai une question justement à ce niveau. Est-ce que, qu'on soit donc le parti au pouvoir, qu'on soit une autorité, qu'on soit dans l'opposition, est-ce que c'est la qualité, justement, in fine, qui, en réalité, doit inquiéter, quelle que ce soit, une autorité, que ce soit, je pose la question à M. Kané, est-ce qu'on peut être une autorité et on peut être une personne de l'opposition? Est-ce que c'est la qualité qui est la première inquiétude à avoir au niveau des populations, ou c'est ce qui est dit qui est inquiétant, vous qui êtes des droits de l'homme? Bon, moi, je pense bien que en la matière, ce sont les propos qui sont tenus. Voilà. Et aussi, il va aussi de la qualité de la personne qui tient aussi ses propos. Parce que quelqu'un, je prends un exemple simple, qui est peut-être au quartier, qui prononce peut-être des propos, c'est-à-dire la manière dont les gens vont considérer, c'est-à-dire l'ampleur de celui qui est peut-être une personnalité publique ou bien politique qui va prononcer, n'ont pas peut-être la même teneur en fait. Et donc, les propos qui sont tenus concernant un homme ou bien une autorité politique, c'est plus, il y a plus d'enjeux en fait, vous voyez. Et pour venir encore, si vous me permettez, dans l'élément présenté tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a crispation identitaire. Je ne sais pas si c'est... Ce n'était pas une affirmation qui a été dite par le sociologue. Il donnait des éléments qui pourraient justement attiser les tensions. Effectivement. Il n'y a pas de crispation. Voilà, effectivement. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui fatigue la scène politique ivoirienne. Le professeur Dion l'a dit tout à l'heure, les dérives langagières en matière politique, soyons objectifs, qu'on le veuille ou pas, c'est dans le jeu politique. Ça arrive. Mais comme vous l'avez dit, il faut que ça soit encadré. Parce que ces propos qui sont tenus peuvent avoir des conséquences, des impacts sur la violation des droits de l'homme. Vous voyez. Et donc, justement, ça que nous, en tant qu'institution des droits de l'homme,
Oui, nous surveillons, qu'est-ce voilà, que vous faites, justement? voilà, nous surveillons Faites. au quotidien l'actualité, Oui. nous suivons au quotidien avec beaucoup d'intérêt Oui, l'actualité politique. d'accord. Et dans notre postulat d'institution des droits de l'homme, on ne fait que sensibiliser à chaque fois que l'occasion se présente. Raison pour laquelle aussi également, sur le leadership éclairé de Madame la Présidente, voilà, nous allons toujours aller vers les partis politiques et groupements pour toujours sensibiliser afin que chacun, à son niveau, puisse vraiment faire profil bas dans les propos qu'il tient devant ses militants. Alors, moi, je voudrais justement vous poser une question à tous, sauf erreur de ma part. Je crois qu'il y a eu en tout cas, on peut qualifier de déclaration, on peut qualifier également de propos qui ont été partagés par la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, qui a appelé il y a une semaine, et je vais citer, les acteurs politiques à la retenue à œuvrer pour la cohésion sociale. Professeur Dion, alors, quel commentaire cela, justement, vous inspire? Sur la déclaration de Madame la ministre. Oui, c'est un commentaire oui, qu'elle a fait. Sur la déclaration, mais je pense que c'est pour ça qu'elle est ministre de la Cohésion. Elle aurait pu ne pas cohésion. faire de déclaration. C'est pour prêcher la cohésion. Si elle ne fait pas de déclaration, oui, dans ces moments-là, alors elle ne fait pas son travail. Professeur, il faut qu'elle fasse ce travail. C'est arrivé. Constamment, oui, il faut qu'elle rappelle, c'est elle qu'on doit même voir actuellement et entendre actuellement dans le contexte où les gens n'arrivent plus ni à se maîtriser, ni à maîtriser leurs paroles. C'est fondamental. Sur ce qu'on disait tout à l'heure, je vais faire 2 ou 3 petites remarques. Il faut expliquer aux gens qu'on est dans la communication politique. Et il faut enseigner aux gens que la communication politique est essentiellement fondée sur l'argument du discrédit. On veut discréditer l'autre pour montrer qu'on est capable de prendre sa place. Est-ce que ça veut dire, professeur, permettez le discrédit, est-ce que ça veut dire qu'on doit utiliser tous les qualificatifs? Je suivrai ma logique et j'en arriverai là. D'accord. On discrédite. Oui. Donc on dit, il ne travaille pas bien, il a pris l'argent là où il ne doit pas prendre pour faire ceci, pour faire cela. Mais quand vous discréditez un parti qui est au pouvoir, le parti qui est au pouvoir, il vous répond. Le ministre est ministre, oui, mais il a une fonction dans son parti et c'est le parti qui est au pouvoir. Il répond. Quand il répond, lui aussi est amené à utiliser l'argument du discrédit. Par exemple, pour dire, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas fait mieux. Ça, c'est le jeu politique normal. On appelle ça l'argument ad hominem. Parfois, on ne répond pas au problème qu'on pose, on te discrédite parce qu'on dit que toi-même, tu n'as pas la légitimité pour parler de ce problème-là. Ça existe. Mais ce que la ministre dit, et qui est fondamental, et c'est pour ça que nous sommes aussi sur ce plateau en tant que société civile, c'est de dire que l'indécence de vos paroles ou de vos critiques, ça tue la pertinence de ces paroles et de ces critiques. Vous pouvez faire une critique intelligente à un pouvoir en disant à ce pouvoir que ce qu'il fait n'est pas ce qu'on devrait faire dans un contexte précis, mais d'une manière telle que le pouvoir lui-même comprend que ce que vous dites est pertinent. Mais vous pouvez dire quelque chose de pertinent à quelqu'un si vous dites cela dans l'indécence totale, dans la provocation et dans l'humiliation. Je ne connais pas un homme à qui vous direz des mots durs, et quel que soit son statut. un parfum, c'est parce qu'il a un statut qu'il doit faire attention à ce qu'il dit, justement. Oui. Effectivement. Parce qu'il a un statut. Et c'est pour ça qu'ils sont des gouvernants. Et quand on gouverne avec la parole. Vous voyez, les philosophes, Platon dit que la parole a précisément pour fonction de conduire les âmes. C'est pour ça que quand un leader dit, ça a un effet immédiat sur ceux à qui il parle, parce que ceux-là se reconnaissent en lui. Professeur Président Diabaté, alors justement, à votre niveau, comment ça se passe avec vous parliez de sensibilisation, les hommes et les femmes, en tout cas, quels qu'ils soient, au pouvoir, parti d'opposition, s'expriment aujourd'hui. Vous êtes vous-même pas un acteur, mais oui, vous êtes un acteur puisque vous sensibilisez, vous êtes à la tête d'une structure qu'on retrouve à travers la Côte d'Ivoire. Comment vous ressentez justement ce qui se passe et comment vous-même,
vous sensibiliser justement sur la justesse des propos et le fait que peut-être les jeunes prennent du recul par rapport à ce qui peut être dit de part et d'autre. Permettez qu'en 30 secondes, je revienne sur l'interprétation qui était faite donc, de mes propos tout à l'heure par Dr Prignon. Mais très rapidement. Donc, je veux me reprendre très rapidement. Non, allez-y, allez-y. L'atmosphère, sinon le moment auquel nous assistons en ce moment, se comprend parce que l'essence même de la création d'un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir pour celui qui est dans l'opposition ou l'exercice du pouvoir pour celui qui est aux affaires. Et donc, comprenez que dans ces cas d'espèce, donc dans ces moments assez proches de l'élection présidentielle, qu'il y ait des déclarations, mais cela n'explique pas et n'excuse pas les déclarations qui sont faites donc par les différents acteurs politiques. En ce qui concerne le Conseil, déjà, il faut noter que le Conseil, c'est la fêtière des organisations de jeunesse. En notre sein, donc, nous avons répertorié les 6473 organisations de jeunesse qu'il y a sur tout l'étendue du territoire national. Vous aurez du travail, hein? Également, les jeunesses apolitiques, donc en ce qui concerne les organisations de la société civile, mais également des jeunesses issues des différents partis politiques. On a le RHGP, je pense le PPACI, le PDCI-RDA, le FPI également qui siègent. Et ce qui nous touche le plus, c'est que quand ils viennent donc à nos sessions, à nos différentes rencontres, ils ne viennent pas parler de leur formation politique, ils viennent avec un regard assez externe, mais qui vient faire des propositions dans le but de l'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est constructif? Et donc, Bien entendu, le débat il est très ouvert, il est très libre. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'à des sessions de formation, à des sessions de représentativité, de représentation à l'international, tout comme au niveau interne, sur le plan national même, ce sont des partis politiques qui vont nous représenter, mais ils ne vont pas parler de leur parti politique. C'est aussi ça que nous voulons passer comme message. Donc, ce sont des jeunesses assez donc hétérogènes que nous utilisons pour des sensibilisations sur le terrain, mais également à l'aune donc de l'élection municipale et régionale même de 2023, ce qu'on avait fait avec les différents partis politiques également, que je veux saluer au passage, opposition comme pouvoir, c'était d'utiliser les candidats à ces élections-là, d'aller échanger avec des jeunes sur leur programme, mais également sur des engagements qu'ils prenaient pour, en tout cas, maintenir le climat social assez intact. Parce que le credo que nous avons au niveau du Conseil, c'est que la paix, c'est la condition sine qua non de tout peuple qui aspire au progrès. Et nous devons de maintenir une stabilité assez potable à la Côte d'Ivoire si nous voulons voir tous ces grands chantiers-là se poursuivre et si nous voulons, en tout cas, dans quelques années, atteindre le plein emploi. Parce que l'une des problématiques donc, de notre jeunesse, c'est aussi ça. La paix pour le développement. Nous allons écouter des personnalités, des religieux qui s'expriment justement sur comment il faut se comporter en réalité, ce qui peut être fait, selon eux, évidemment, pour que la Côte d'Ivoire, tout en partant évidemment en 2025 à ces élections, mais qu'elle demeure dans la quiétude, la cohésion sociale et la stabilité. Nous suivons ensemble et puis nous en parlons sur ce plateau. Le style, le langage et les éléments, les expressions qui sont entendues ça et là peuvent inquiéter les uns et les autres. Mais c'est pour cette raison que nous avons besoin d'une communication intensive, de façon à ce que les gens comprennent que nous avons plutôt besoin de mesurer nos interventions et de tenir des propos capables des propos porteurs de paix, d'amour, et éviter tout ce qui peut mettre en mal, n'est-ce pas, l'équilibre social. Cela dit, notre souhait est et a toujours été au niveau des leaders religieux et particulièrement les musulmans, que nous soyons, n'est-ce pas, des acteurs de paix et qui communiquent l'amour et la fraternité entre toutes les filles et tous les filles de la Côte d'Ivoire. La paix n'a pas de prix. Nous avons donc le devoir et la responsabilité de la promouvoir partout, sur toute l'étendue du territoire, et surtout les responsables politiques, de quelque bord qu'ils soient, doivent tenir compte
de notre histoire que nous avons vécue, histoire quelquefois très douloureuse, et situations qui doivent nous interpeller à doser notre manière de parler. Il y a un auteur qui a dit cette phrase-là qui m'a toujours marqué: ceux qui ne se rappellent pas le passé sont condamnés à le revivre. Autrement dit, évitons les clivages et les ostracismes qui peuvent nous ouvrir une autre page qui risque de nous faire peur après, quoi. Et j'aime bien cette phrase aussi qui dit: ne faisons pas un pas de plus sur un chemin où fatalement suivront d'autres pas que nous ferons frémir. Donc aux hommes politiques, c'est ce que je peux leur dire. Qu'est-ce que je peux dire aux populations? Eh bien, il faut que les populations regardent un peu comment les hommes politiques fonctionnent. Les hommes politiques, ils savent que c'est un jeu. Devant les caméras, ils disent des mots, ils s'attaquent. Mais après, ils se retrouvent pour rire. Ils se retrouvent pour rire entre eux. Donc il faut que les populations regardent ça aussi. Ceux pour qui, quelquefois, ils se tuent, ceux pour qui ils se battent, quelquefois les familles sont divisées, ceux-là, ils se retrouvent pour rire après avoir fait des débats politiques. Mais pourquoi est-ce que la population ne ferait pas pareil? Pourquoi est-ce que la population voudrait aller au-delà de ceux-là même qui sont sur le terrain politique? Et donc le langage, il faut qu'il soit mesuré. Quelqu'un disait, il faut utiliser le bon ton en politique. Vous voyez? Et c'est important cela pour moi. Et il faut que aussi la population sache qu'elle a un pouvoir. La population, c'est un pôle d'influence. C'est un pôle d'influence qui peut modifier le processus de prise de décision des hommes politiques. Et il faut que la population sache le poids qu'elle représente avec le vote, par exemple. C'est un poids. Il faut pouvoir l'utiliser. Merci à Siaka Kone, montage Pacom Afrié. Alors, messieurs, la population, vous parliez tout à l'heure de la société civile, docteur Prégnon. La population, qu'est-ce qu'il faut lui dire ce soir, docteur Prégnon? Moi, je pense que concernant ce qu'on observe, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On a, dans ce pays, chaque fois décider de tolérer certaines choses, mais ce qu'il faut éviter, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, on a décidé de tolérer ça? Non, je veux dire, quand ça commence, oui. Là, on le dit, hein, c'est le discours politique, c'est normal, mais ce que moi je constate, hein, c'est que ce que nous on sait, c'est qu'un parti politique, il a par exemple deux fonctions. Il a une fonction sociale, elle consiste à contribuer à l'intégration sociale. Donc, quand il y a des discours guerriers, ça ne participe pas à l'intégration sociale. Le parti politique n'a pas qu'une fonction politique, même dans sa fonction politique. À part le fait de conquérir le pouvoir politique, il y a l'éducation politique. C'est pour ça que le constituant ivoirien leur a donné ce type d'association d'intérêt public et qui bénéficie du financement des fonds publics. Deuxième chose, on leur reconnaît la possibilité de pouvoir être consultés au cas où il s'agit d'un débat d'intérêt national par le président de la République. Donc, on ne peut pas accepter que des discours guerriers soient tenus chaque fois par des militants politiques ou bien des personnalités politiques, alors que notre pays, on le sait, on vient de loin, le professeur l'a dit, on peut accepter ça ailleurs, mais en Côte d'Ivoire, on doit faire attention. On doit faire attention parce que le discours a justement exerce une violence symbolique sur les populations. Le discours politique, quelle que soit sa nature, exerce une influence sur les populations. En Côte d'Ivoire, on a 14 ans, près de 14 ans, où il y a quand même une paix, il y a la stabilité, plus ou moins. Et ça, c'est pour quelqu'un qui a un esprit républicain, on doit le préserver. On n'a pas besoin d'aimer ceux qui sont au pouvoir, mais on doit préserver cette paix au nom de l'esprit républicain. Donc, quand les discours s'enflamment, oui, moi, automatiquement, je me dis, il faut qu'on fasse bas la terre. Il faut qu'on s'asseye pour discuter, je ne sais pas de quoi, puisque le discours, le débat politique, comment on appelle ça, le dialogue politique existe. Mais est-ce qu'on ne peut pas discuter de paix, justement? Comment justement, faire en sorte que la paix demeure? Monsieur Kane, est-ce qu'on peut pas, vous, les hommes politiques, les femmes politiques, la société civile, est-ce qu'il n'est pas possible de discuter de paix?
dans la différence et en respectant les différences et les différentes idéologies? Bien évidemment. Et c'est ce qu'il faut, en fait. Voilà. Il faut que les acteurs politiques, et, comme le professeur Dion l'a si bien dit, avec la contribution aussi de la société civile, pour pouvoir s'asseoir autour d'une table, pour pouvoir discuter de la paix. Est-ce qu'on oublie de s'asseoir autour d'une table pour discuter? Moi, c'est la question que je vous pose, hein, parce que vous faites des sensibilisations, etc. Est-ce qu'on oublie de s'asseoir de façon, on va dire, formelle pour faire de la sensibilisation ou partager des avis? Je ne sais pas comment vous le faites. Soit nous, à notre niveau, en tant qu'institution, ou... Oui, vous, en tant qu'institution, est-ce qu'on doit s'asseoir obligatoirement autour d'une table et de façon beaucoup plus large? Les conseils que vous donnez à ceux qui nous regardent aujourd'hui, la population et les hommes politiques, avec grand H, j'insiste là-dessus. Nous, à notre niveau, en tant qu'institution, pas pour s'asseoir pour discuter autour d'une table, je vais dire, tel que nous sommes assis, mais dans les activités de sensibilisation, nous ne parlons que de paix, de respect des droits de l'homme, tant dans les propos tenus par les hommes politiques, comme aussi dans la société civile. Et donc, à chaque fois que nous allons dans les activités de sensibilisation, voilà, nous interpellons chaque citoyen à faire bas la terre et surtout sur l'homme politique qui, aujourd'hui, comme le professeur Dion l'avait dit tout à l'heure, que les dérives langagières en matière politique, on en verra toujours, vous voyez. Mais il faut que ça soit fait avec élégance. Que ce soit fait avec élégance. Voilà, c'est-à-dire tenir des propos, mais sans toutefois blesser l'autre. Vous voyez, c'est très important. Est-ce que ce n'est pas l'idéal pour faire? Moi, je voudrais vous entendre, parce que sans justement tenir des propos, quels qu'ils soient, avec élégance, et je rajouterai à la question que je vais vous poser, est-ce que justement, aujourd'hui en 2024, est-ce qu'on peut justement parler de cette élection qui arrive, en ressassant le passé, en revenant encore en 2024 à qui a gagné en 2010, qui a fait ceci, qui a fait cela, et en ne pensant peut-être pas, moi je ne suis pas candidate, mais en ne pensant peut-être pas à demain. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve encore à discuter de qui a fait quoi, qui a gagné, qui a perdu, qui a fait ceci? Pourquoi on se retrouve encore aujourd'hui, professeur, à parler de cela? Et qu'est-ce qui peut justement amener les uns et les autres à changer en termes de propositions, professeur? Mais parce qu'on n'a pas évacué. Ceux qui reviennent au passé n'ont pas évacué. Ils n'ont pas accepté. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui doit être fait? Et c'est le discours, justement, qui réveille tout ça. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que les discours politiques et idéologiques aujourd'hui tiennent compte du contexte de l'environnement, du climat, c'est-à-dire de notre passé. Deuxième chose, rappeler aux gens, voyez, si vous me permettez en une minute. Allez-y, non, faites. On est là pour le plaidoyer. En 2015, oui. Je suis le directeur national de campagne de Charles Konan-Banny à l'élection présidentielle. Il me dit, tu fais la campagne comme tu veux, je t'interdis de dire un mot déplacé sur Alassane. C'est comme ça qu'il appelle le président, sur Alassane. Si jamais j'entends une injure ou un mot déplacé, tu auras affaire à moi. Et j'ai fonctionné de cette façon. Pour dire quoi? En décembre, il m'appelle, les élections s'est terminées, puisqu'il n'a pas pu. Il me dit, depuis que je connais le président Alassane, tous les 1er janvier, je l'appelle pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Est-ce que je devrais le faire pour cette année, puisqu'on sort de campagne, on a été adversaire? À mon humble niveau, j'ai dit à M. Charles Konan-Banny, paix à son âme, c'est votre ami. Vous avez été adversaire, vous n'avez pas été ennemi. Appelez-le. Je crois humblement qu'il a dû le faire. Pour dire quoi aux populations et aux hommes politiques? En politique, on est adversaire, on n'est pas... L'adversaire, on le bat. L'ennemi, on l'abat. C'est différent. En politique, il y a l'adversité politique. Mais après la politique, qui est dans la sphère publique, il y a la sphère privée de l'amitié, de la vie de tous les jours. Et il faut éviter. Oui. Il faut que nous tous, nous puissions sortir de ce que j'appelle le complexe de Caïn.
Caïn ne rêve qu'à tuer son frère Abel. Oui. Par jalousie, par envie, par frustration. Sortons de la caïnisation de la politique et comprenons qu'on est dans un jeu où, si nous savons jouer le jeu, à tout moment, nous pouvons être à cette place du pouvoir. Demain, un autre peut être à cette place. Et je termine. Il y a un auteur ancien qui s'appelle Diogène le Cynique, qui un jour prenait un peu de soleil et l'empereur Alexandre le Grand passe devant lui et lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Au pauvre monsieur. Il lui dit « Ôte-toi de mon soleil. » Il faut qu'on puisse dire aux hommes politiques, s'ils ne sont pas capables de faire des choses extraordinaires pour nous, au moins qu'ils nous laissent le soleil et que le soleil brille sur nous, c'est-à-dire qu'ils nous donnent la paix et que nous puissions vivre tranquillement de nos efforts et de notre travail. La paix, c'est vers ça que nous devons tous aller. La paix. Président Diabaté, est-ce qu'il est possible de faire justement la politique autrement? C'est vrai que la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas que de la Côte d'Ivoire. Cela se voit ailleurs hein, avec ses joutes verbales. Mais est-ce qu'on peut faire, ayant notre histoire, chaque pays a son histoire, est-ce qu'il est possible de faire autrement? Vous qui n'avez peut-être pas vécu tout ce qui s'est passé en 2002 et bien avant, est-ce qu'il est possible, justement, avec votre regard, de faire autrement, votre message? Il est vrai que je n'ai pas vécu 2002, mais j'ai vécu 2011 au moins. J'ai vécu 2010. Oui. Et quand on regarde depuis 2010, 2011, 2015, il y a eu 2023 pour les élections. Il y a eu 2020 et régionales, et il y aura forcément 2025. On voit quand même que l'atmosphère politique est en tout cas en train d'évoluer. Avant, on parlait de moins en moins de programmes de campagne, on parlait de moins en moins de projets de gouvernance. C'était le fanatisme politique qui guidait beaucoup plus l'action des populations. On a vu des chaînes de télévision ici inviter des candidats aux différentes élections locales et venir défendre leur programme. Certains ont été donc pris à défaut sur certains éléments qu'ils avaient présentés. Et moi, je pense effectivement que cette évolution-là en termes de mentalité est à saluer. Donc, je pense effectivement qu'il n'est pas forcément interdit en Côte d'Ivoire de faire la politique autrement, mais la politique se fait de plus en plus autrement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il est de la responsabilité également des populations de contraindre donc le personnage politique, de contraindre les leaders politiques, de contraindre les partis politiques à nous proposer véritablement des offres, parce que c'est ça, en fin de compte, la politique vise l'amélioration des conditions de vie. Est-ce que les hommes politiques sont seuls, on parle de responsabilité depuis le début de cette émission, est-ce que les hommes politiques sont seuls responsables quant à la stabilité, la cohésion sociale, même s'il est vrai qu'ils sont écoutés, est-ce qu'ils sont seuls responsables? Je voudrais avoir juste une réponse très rapide, M. Kani. Est-ce qu'ils sont seuls responsables de la stabilité, de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire? Bon, je peux dire que la responsabilité, elle est partagée. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que les populations, il faut faire une prise de conscience. Vous voyez, voilà. Nous sortons de 2010, 14 ans en arrière, mais c'est récent. Et donc de 2010 jusqu'à ce jour, je pense bien qu'en maturité, quand même, les populations ont pris de la maturité et ont pris vraiment une conscience. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à un jeune, on a vu ça pendant les élections 2023, tel que le président l'a dit, dit à un jeune, il faut aller casser, et puis il va aller casser. Alors que... Prise de conscience? Oui, oui, donc c'est une prise de conscience, vous voyez. Et aujourd'hui, la jeunesse s'investit plus dans l'entrepreneuriat, veut être occupée, vous voyez. Et donc, en termes de responsabilité, les responsabilités sont partagées, tant au niveau des hommes politiques comme au niveau des populations également. Docteur Préignon, alors, est-ce qu'on peut parler d'éthique à ce niveau en ce qui concerne les hommes politiques ou la politique? Y a-t-il une éthique? Très rapidement. Mais concernant la responsabilité, et tout à l'heure vous avez demandé s'il s'agit simplement des hommes politiques, il faut le reconnaître. Hein. Monsieur Docteur Préignon, ce sera malheureusement votre conclusion, parce que je vous ai posé une question, mais vous allez conclure en même temps. D'accord. Donc je voulais simplement dire qu'effectivement, pendant de nombreuses années, on a eu ici la suprématie de l'ordre politique sur l'ordre social. C'est une réalité. Et ici, on a tendance à penser qu'on a une crise sociale. Mais la crise est essentiellement politique, mais qui a des répercussions sur la société. Et on a montré par des études ont déjà montré que la plupart des crises les plus importantes
et j'ai fait une communication dessus récemment, ont été créés par des contentieux politiques. Et donc, la responsabilité des hommes politiques est très importante. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le fait de ressasser le débat, les choses anciennes, ce n'est pas important aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2025, on aura affaire à deux types d'électeurs. On va voter, il y aura un vote prospectif et un vote rétrospectif. D'un côté, il y a un bilan à défendre et de l'autre côté, il y a une alternative que les gens doivent proposer contre le bilan. Et donc, il ne s'agit pas de nous rappeler 2010 et 2000 et consorts. On veut savoir qu'est-ce qu'on nous propose autre que ce qu'on a aujourd'hui. Et on veut savoir, pour ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils nous proposent comme amélioration. Je pense que c'est à ce niveau-là que ce débat va se tenir. Voilà. Donc, je pense que le débat ancien, on peut faire justement le deuil de ce débat-là. On fait le deuil du débat ancien. Merci, docteur. De toutes les manières, nous nous retrouverons parce que c'est le premier des débats, mais ce ne sera pas le dernier. Professeur, pourquoi je vous appelle professeur? Bientôt, peut-être. Président, donc, vous, rapidement, un message, justement, qu'est-ce qu'il faut dire ce soir aux jeunes, à la population et aux hommes politiques qui nous regardent? Non, moi, j'ai noté tout à l'heure que ceux qui ne se rappellent pas le passé sont condamnés à le revivre. Je pense un homme de Dieu qui le disait tout à l'heure dans votre reportage. 2010, il y a eu l'élection présidentielle, crise post-électorale, près de 3000 morts. Si on ne se rappelle pas et on ne se souvient pas de 2010, alors qu'après 2010, les mêmes hommes politiques sont venus nous dire qu'ils ne sont pas amis, mais qu'ils sont plutôt des frères, on n'aura que, en tout cas, des répercussions assez négatives sur nos vies. Moi, l'appel que je vais lancer aux jeunes de Côte d'Ivoire, c'est de regarder le destin tout droit, c'est de se dire que la Côte d'Ivoire a eu un passé assez douloureux et qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui de travailler à ce que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. C'est de notre responsabilité de travailler à ce que la stabilité soit de mise parce que la paix est la condition sine qua non de tout peuple qui aspire au progrès. Si nous voulons voir toujours ces chantiers émerger, si nous voulons que les routes continuent toujours d'émerger, si nous voulons taper notre poitrine au cours des différents débats sur Internet, dire que la Côte d'Ivoire donne envie, la Côte d'Ivoire fait rêver, il faut que nous-mêmes nous prenions l'engagement de suivre des voies assez responsables, des voies assez responsables pour notre pays, la Côte d'Ivoire en tout cas. Merci Président Ibrahim Diabaté. Professeur Dion, vous allez conclure par rapport à cette émission, votre appel, votre message. Au nom de la vie, oui. Au nom de la paix, il faut que les Ivoiriens fassent l'effort d'aller à une élection inclusive, apaisée, qui va libérer tout le monde. Vous voyez, le professeur Owo Asepo disait un jour un proverbe de chez lui, que j'ai noté, un héritage, on ne l'adore pas, on le fructifie. L'héritage que nos anciens nous ont laissé, la paix et la vie, il faut qu'on fructifie cet héritage. Fructifier la paix, merci professeur, merci président, merci docteur Prégnon, merci monsieur Canet. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis la tenue de ce débat. Nous sommes tous face à nos responsabilités. Il n'y a pas que les hommes politiques ni les populations. C'est ensemble que nous allons faire en sorte que ce scrutin de 2025 soit apaisé et que la Côte d'Ivoire continue de prospérer. Merci d'être sur RTI1. À très bientôt. Bonsoir.